on va reprendre avec la table ronde sur la formation initiale des enseignants. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les 4 panélistes qui vont se pencher sur les questions entourant la formation enseignante. Alors, avant de peut-être vous les présenter, je vais vous présenter un peu les questions qui leur ont été adressées à titre indicatif pour partir la discussion. Alors, la première question, c'était quels sont les enjeux au regard de la formation initiale des enseignants? Qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement? Alors, on va aller dans le côté positif des choses. Quels sont les problèmes actuellement? Quels sont les besoins et que devrions-nous faire? Alors, d'aller des constats, des enjeux, des constats positifs, des constats peut-être un peu plus négatifs qu'on a déjà abordés, et puis aussi les besoins et évidemment ce qui nous intéresse particulièrement, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça maintenant? Alors, je vous présente d'abord Mme Céline Garand, qui est présidente du Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement, le CAFPE, excusez-moi. Ensuite, notre deuxième panéliste est Liliane Portelance, professeure titulaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et membre du CRIFPE aussi. Notre troisième conférencier panéliste, c'est Sébastien Stas, qui est directeur d'une école communautaire arménienne à Montréal, blogueur et consultant aussi en nouvelles technologies et en évaluation. Finalement, Mme Sylvie Viola, qui est professeure au département de didactique à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM et qui est également directrice du programme du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Alors, chaque panéliste disposera d'une quinzaine de minutes pour présenter son propos sur les questions qui lui ont été posées. Et ensuite, il y aura une période d'échange avec la salle. Alors, on pourra, à tour de rôle, aller au micro pour poser quelques questions à l'un ou l'autre des panélistes. Alors, merci. On commence avec Mme Garand. Oui, on peut partir là. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je ne peux pas faire autrement que me rappeler qu'il y a 10 ans, j'avais aussi été invitée pour fêter les 40 ans du rapport par an. Je ne sais pas si je serai là pour les 60 ans, mais... Alors, effectivement, il y a 40 ans, avec les collègues doyens Marc Turgeon de l'UQAM et Michel Laurier de l'Université de Montréal, on avait présenté l'état aussi du partenariat depuis le rapport par an. Alors, les questions qui m'ont guidée, donc, sont celles que Carole vient nous rappeler. Peut-être préciser qu'en plus d'être présidente du CAPFE, je suis aussi professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, voici le plan de ma présentation. Moi aussi, je vais faire un peu d'histoire, mais sûrement pas aussi bien que l'a fait M. Tardif. Présenter un cadre de référence parce que le lieu duquel je parle, c'est comme présidente du CAPFE. Alors, comme vous le savez, comme membre du comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement, on a eu le plaisir et l'honneur de faire la tournée des 12 universités québécoises. D'ailleurs, aujourd'hui même se passe la 12e visite à Sherbrooke. Alors, comme c'est mon université, je suis à Montréal. Alors, c'est bien. Et après cette tournée des 12 universités, c'est un peu à partir de ce cadre que je vais vous présenter ce que j'ai identifié comme défis, comme problèmes, mais aussi comme succès et réussite dans les universités au niveau de la formation initiale des enseignants. Donc, des points positifs, des points que j'ai appelés de vulnérabilité, pour terminer par des défis qui nous conduiront peut-être à ce que nous pourrions faire. Alors, un peu d'histoire très rapidement, donc le rapport par an. Formation des enseignants à l'université, je n'y reviens pas, Maurice l'a abordé tout à l'heure, mais peut-être seulement vous dire que dans ce rapport par an, il y a quand même des choses qui avaient été indiquées sur la professionnalisation des enseignants, notamment sur le passage à l'université, le passage de la formation à l'université, peut-être aussi sur le fait qu'on accordait une grande importance aux stages
dans l'article 158 de ce rapport par an, l'organisation des stages, on prévoyait 1 mois par année, alors qui devait être consacré aux stages, à titre d'illustration, mais c'est important de se le rappeler. Ici, c'est peut-être juste un petit brin d'histoire, mais de rappeler que quand même la création du comité d'agrément des programmes de formation en enseignement date de 1992. Est-ce que tout le monde est familier avec le Cap-Feu? Je vous vois opiner, oui. Alors, comité formé de 9 personnes, 4 du milieu universitaire, 4 du milieu scolaire, une représentante du personnel professionnel, auquel s'adjoint 2 membres adjoints, donc du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, et une personne cadre dans les milieux scolaires. 94, bien sûr que la première grande réforme, si c'est celle du rapport par an et le passage à l'université, on pourrait parler ici d'une deuxième, mais j'ai plutôt choisi de parler d'une première grande réforme qui est 94, donc le passage au baccalauréat de 4 ans avec les 700 heures de stage, et une deuxième réforme qui a mis davantage l'accent sur la formation par compétences, qui a davantage mis l'accent aussi, qui nous a donné un référentiel de compétences que les universités utilisent maintenant pour créer, proposer ou revoir leur programme de formation initiale. Donc, ce fameux référentiel de compétences, qu'est-ce qu'il contient? Il donne l'importance beaucoup à la formation professionnalisante, axée sur le développement des 12 compétences, les compétences qui sont liées au fondement, à l'acte d'enseigner, au contexte social, à l'engagement personnel, au développement professionnel. L'importance d'une approche programme, je conviens que ce n'est pas un concept qui est très bien défini, qui reste flou, qui n'a pas encore été documenté sur le plan scientifique, mais j'y reviendrai, cette approche programme, c'est ce qu'on va voir dans les universités, puis j'aimerais peut-être ajouter que dans des études qui ont été menées, entre autres aux États-Unis, et qui ont été rappelées dans un livre tout récent, publié par Desjardins, Altais, Étienne, et Pernoud et Paquet, sur la formation des enseignants, on parle de la cohérence comme étant une caractéristique extrêmement puissante pour donner de la qualité à nos programmes de formation en enseignement. Alors, on dit approche programme, mais je pense qu'on pourrait aussi regarder à travers cette lunette de cohérence, en quoi nos programmes de formation assurent cette cohérence. Enfin, l'importance aussi d'un partenariat accru avec le milieu scolaire. Donc, c'est ce que le cadre de référence de 2001 nous donnait, et c'est les lunettes à travers lesquelles j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait, et j'ai eu pour ça l'aide du comité d'agrément complet avec qui on a fait un petit échange pour préparer cette rencontre. D'ailleurs, je salue ma collègue Fanny Lamache ici, qui est membre aussi du comité d'agrément et qui n'est pas chez vous aujourd'hui. Voilà. Alors, le but des visites du Cap-Feu, je les rappelle rapidement, et la lunette qu'on prend pour regarder ce qui se passe dans les universités, c'est quelle est l'image que les acteurs de la formation initiale des enseignants partagent au sujet du professionnel à former. Alors ça peut assurer une cohérence, cette image partagée du professionnel à former. Est-ce que ça se passe, ce développement des compétences ou cette évaluation des compétences dans les milieux? Comment se vit la concertation, encore là, élément important de cohérence, intra-inter, donc à l'intérieur même d'un programme donné de formation initiale, bac en enseignement préscolaire primaire ou secondaire ou bac en formation professionnelle, et inter, on pense ici surtout au bac en enseignement secondaire, l'importance de la collaboration et de la concertation entre les facultés disciplinaires. Puis vu qu'on est à l'UQAM, je ne peux pas faire autrement que penser à cette complexité qu'est l'UQAM, dans le sens qu'avec des facultés, avec des départements différents, et comment se vit cette concertation inter et intra, comment se passe aussi ce partenariat, autre objet de cohérence, ce partenariat avec le milieu scolaire. Le Cap-Feu est intéressé, en visitant les universités, à voir la place accordée à la recherche dans la formation initiale de l'enseignant et aussi, bien sûr, la qualité de la langue qui demeure une très grande préoccupation. Donc, les points positifs. Vous allez hurler en voyant ce premier titre, standardisation, harmonisation. On le voit comme un point positif. Tout à l'heure, même Maurice Tardif le disait, ce que le cadre de référence nous a donné, le référentiel de compétences nous a donné, c'est que ça a permis
d'uniformiser, mais bien sûr il faut penser qu'il faut pouvoir innover. Les moyens diffèrent dans les universités, ils peuvent être très différents, mais il reste quand même qu'une qualité, un point positif, c'est cette standardisation apportée par ce référentiel de compétences et cette harmonisation, on l'a vu comme très positif dans les visites qu'on a faites au niveau du CAFE. Bien sûr, quelque chose de très, très positif qui ressort dans nos visites, c'est le partenariat bien établi avec le milieu scolaire. Vous allez voir tout à l'heure dans mes points moins positifs ou vulnérables que certains points reviennent parce qu'il reste du travail à accomplir, il y a du travail à faire. Mais quand on s'est rendu dans les universités, cette place à la formation pratique, à ce partenariat, était très positif et bien établi. Bon, il reste des choses à poursuivre, j'y reviendrai. Ce que nous avons constaté, c'est qu'autant dans les années 70, où l'approche humaniste a été très présente dans la formation à l'enseignement, moi je suis issue de cette formation, je suis moi-même enseignante au primaire, donc j'ai eu cette formation dans les années 70, on parlait même d'une pédagogie du coussin. C'est pour vous dire qu'on avait beaucoup de plaisir dans nos formations. Mais peu à peu, il y a eu ensuite des tendances vers le behaviorisme, il y a eu des tendances, les systèmes d'émulation en gestion de classe, notamment, par exemple, le cognitivisme qui est apparu, le socio-constructivisme, et peut-être une perspective critique qui pourrait devenir plus présente. Mais ce qu'on voit dans les universités, c'est qu'il n'y a plus un seul courant. Il y a plusieurs façons d'aborder l'apprentissage, et c'est ce qu'on a vu aussi dans les universités. La qualité de la langue, vous savez, les journaux décrivent toujours la qualité de la langue de nos enseignants, mais il y a eu des efforts énormes en formation initiale des enseignants sur la langue et il faut le reconnaître. Je pense que nos enseignants sont mieux préparés pour la langue. Il y a encore des petites choses à faire, mais à part le TECFE, la réussite du TECFE bien sûr, mais tous les programmes de formation à l'enseignement travaillent vraiment de façon à améliorer la qualité de la langue et on le voit et on l'entend quand on rencontre les étudiants lors de ces rencontres dans les universités. On rencontre aussi ces acteurs, nos étudiants, les principaux intéressés et il y a vraiment eu un pas de fait à cet égard. L'approche concertée, ça aussi un travail à faire, mais écoutez, on a vu des exemples de concertation qui étaient particulièrement bien réussis. Au cours de l'année, peut-être même déjà au printemps et au cours de l'année 14-15, le CAFE va organiser des journées d'études comme elle l'a fait dans le passé entre nos deux visites dans les universités. Et on va vous faire un compte-rendu plus détaillé avec des exemples nommés, spécifiques. Là, je parle d'aucune université, mais on a des exemples de concertation très, très réussis avec une vision commune du professionnel à former et qui fait que les actions sont très concertées pour le faire. Alors, il y a des très, très beaux exemples à vous donner à cet égard. Bon, maîtrise qualifiante, tout à l'heure, Maurice Tardif nous disait que pour lui, c'était une formation un peu à rabais. Non, c'est pas comme ça que vous l'avez dit, M. Tardif, mais une formation qui était beaucoup plus courte que celle du bac. Mais bon, c'est quand même un plus, c'est vu comme positif aussi. Bien sûr que les gens arrivent avec déjà un bac disciplinaire, une très bonne connaissance au niveau de la discipline, et cette maîtrise quand même de 60 crédits avec 700 heures de stage pour ceux qui sont en lien d'emploi et 500 heures de stage pour ceux qui sont en lien d'emploi, je pense à apporter aussi une voie de qualification qui est intéressante et qui semble, c'est sûr qu'elles ne sont pas encore évaluées, les maîtrises qualifiantes, mais ce qu'on a entendu laisse croire qu'il y a vraiment des enseignants qui vont être, que ça va être intéressant de voir les enseignants qui vont être issus de ces maîtrises qualifiantes. Quels sont les points de vulnérabilité? Oui, je devrais y arriver dans les 5 minutes qui restent. Les points de vulnérabilité, la langue, mais peut-être sur le volet oral. L'écrit, on semble être plus en maîtrise. L'oral, il y a beaucoup d'initiatives dans plusieurs universités pour travailler ce volet-là de la langue. Alors, c'est un point qui mérite d'être, où on doit porter notre attention. Une concertation encore accrue entre disciplinaires, entre didacticiens, psychopédagogues, formation pratique. Alors, et j'aurais pu ajouter aussi le milieu scolaire, donc toute la formation pratique, les stages. Les stages, autant c'était une force, autant il y a encore un travail à poursuivre. Vous savez qu'on a la chance d'avoir des chantiers 7. Je pense que plusieurs connaissent ce que c'est des subventions par le ministère pour la formation continue du personnel scolaire. Je suis sûre qu'à la table ronde cet après-midi, on en parlera.
mais il y a eu plusieurs chantiers 7 justement là-dessus, sur le rôle joué par les enseignants associés et comment ce point peut être, comment nos enseignants associés peuvent devenir avec nous coformateurs dans cette entreprise. Un point de vulnérabilité partout, peut-être, sauf dans les bacs en adaptation scolaire, peut-être que ça peut se comprendre, mais quand on dit l'importance de connaître nos élèves, l'importance de connaître à qui on s'adresse, mais les élèves ont aussi de plus en plus au Québec et dans notre réalité des caractéristiques dont il faut être davantage conscient, formé, informé. Gestion de classe est souvent, je l'ai nommé parce que c'est souvent un aspect qui nous est amené par le milieu scolaire. Ah, les enseignants que vous formez, ils ne sont pas préparés à la gestion de classe. Ça peut être un lieu qu'il faut continuer d'améliorer, mais je pense que c'est aussi un rôle d'insertion professionnelle de soutenir les nouveaux enseignants dans cette phase importante de l'apprentissage et de les soutenir notamment à cet égard. Et c'est un point qui rejoindra peut-être les propos de Maurice tout à l'heure qui disait que les profs de carrière n'étaient pas dans la formation des enseignants. C'est une des constatations que le CAPFE a fait en visitant les universités. Vous savez, d'avoir des approches concertées, de développer une vision commune et partagée de l'enseignant qu'on veut former, ça demande de la concertation, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et c'est pas ce qui est toujours le plus valorisé par nos institutions universitaires. La formation des enseignants, c'est pas ce qui est le plus valorisé, ou le volet enseignement de nos tâches de professeurs, c'est pas ce qui est le plus valorisé. Et peut-être qu'on choisit, les profs de carrière choisissent la recherche plutôt que la formation, et c'est peut-être quelque chose sur lequel on devrait travailler davantage. Enfin, les défis qu'il nous reste, concertation. Ici, il faut saluer ce que l'UQAM a fait en ajoutant une 13e compétence au référentiel sur l'aspect de l'éducation multiculturelle. Je pense que quand on va entreprendre ou on va faire la révision de ce référentiel pour l'amender, pour l'améliorer, peut-être qu'il y aura lieu de revoir cette place du multiculturel qui touche bien sûr la grande région de Montréal, mais qui nous touche tous au Québec. Donc, ce volet qui représente un défi, la connaissance des élèves en difficulté, l'amélioration du référentiel, et là je parle d'un point de vue de CAPFE, dans le sens qu'un référentiel, généralement, ça a une durée de vie assez courte. Là, on a un référentiel depuis 12 ans. Il mériterait peut-être de voir avec la réalité actuelle comment il peut être amélioré. Et bien sûr, la valorisation de la profession, la place qu'on peut donner à cette profession enseignante et à la formation à l'enseignement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Garand. Alors, j'invite maintenant Liliane Portelange. Je ne sais pas si tu veux rester assis ou si tu veux venir, mais on va fermer l'écran. Alors, je ne sais pas si c'était mieux. Mme Viola parlait avant. C'est vous qui avez un... Oui. Ah, OK. Veux-tu venir tout de suite? Peut-être, Hélène, si tu veux l'ouvrir, on va changer l'ordre des présentateurs. Sylvie va présenter tout de suite. Mme Garand, peut-être vous tassez juste un petit peu, ce qu'on voit. Alors, bonjour. Je voudrais me présenter et situer un peu mes propos pour reprendre un peu quelques mots. Non, c'est pas assez fort. Monte. Comme ça va? C'est bon. Donc, par rapport à ce qui a été dit en conférence d'ouverture par M. Tardif, moi, il y a 50 ans, je n'allais pas encore à l'école. À 6 ans, j'ai fait ma formation pré-professionnelle parce que je faisais des stages. J'ai joué à l'école pendant tout mon primaire. Et j'étais une bonne élève tout au long de mes études. J'ai fait mon bac ici à l'UQAM, alors comme au préscolaire primaire. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec de ce que j'ai de souvenirs de mes 20 ans. Ça n'a rien à voir avec les cours qu'on offre aujourd'hui. Je suis professeure à l'UQAM depuis 2000, depuis les années 2000. Je suis directrice du programme depuis 2006. Je donne encore des cours au premier cycle et je fais encore la supervision de stage. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les observations liées à ce contexte-là.
Alors, on nous a demandé de parler des enjeux. Je pense que ça ressemble un petit peu à ce qui a été dit ce matin. Alors, j'en ai trouvé 4. J'aurais pu en nommer encore plus. L'éternel débat entre les savoirs et les compétences, l'hétérogénéité des apprenants, le défi technologique et le recours aux résultats de recherche pour nos étudiants. Alors, ça rejoint plusieurs idées là, qui ont été formulées tout à l'heure. Alors, l'éternel débat entre les savoirs et les compétences. Alors, on le sait tous, on a intégré des compétences dans nos programmes, on les a mis dans nos plans de cours, on les a utilisés en stage. Il reste que nos étudiants sont encore dans cette dynamique de savoir. Alors, je ris toujours quand je raconte cette histoire-là, mais on est très critique par rapport à l'éducation parce que nos étudiants, ils disent toujours qu'à la fin de leur formation, finalement, ils n'ont rien appris. Ils ont appris en stage, mais que les cours à l'université, ça ne sert pas à grand-chose. Et je raconte ça, mais en fait, je prends le train le matin. Et je fais un peu une collecte de données dans le train sans le savoir, parce que j'entends des étudiants de tous les programmes parler de leur formation. Et je peux vous dire que c'est pas seulement en éducation qu'on pense ça. Non, mais c'est vrai. J'entendais des étudiants en ingénierie parler de leurs cours et j'aurais pu prendre des notes. J'ai même failli à un moment donné me retourner et dire est-ce que je peux vous poser quelques questions sur vos programmes? Parce que tout ce qu'ils disaient aussi, c'était que, bon, il y avait de la redondance, puis il y a des professeurs qui sont pas nécessairement intéressés à notre suivi, etc., et que des cours servaient à rien. Alors, c'est pas juste en éducation. Alors, je tenais à le dire. Mais tout ça pour dire que les étudiants, encore aujourd'hui, sont axés sur les savoirs, même si on a tenté de mettre les compétences dans les programmes. Je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est de travailler sur l'arrimage entre ces deux volets-là, parce qu'on sait que les savoirs, ça fait partie, c'est intégré dans les compétences, mais par rapport aux outils qu'on a développés pour tenir compte de ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Pour nous, c'est un enjeu. Par rapport à l'hétérogénéité des apprenants, on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas juste des blancs de 20 ans dans nos programmes aujourd'hui, des femmes. C'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de personnes qui, dans l'insertion, pas en insertion, mais en immigration récente. Il y a des gens qui reviennent du marché du travail, ils ont 40 ans. Il y a encore des jeunes de 20 ans. Il y a des jeunes qui magasinent des programmes d'un programme à l'autre. Alors, ils font un an dans un autre programme, ils reviennent ici. Et c'est un enjeu pour nous parce qu'on se demande mais de quelle façon on va arriver à toucher tous ces étudiants-là en même temps, de la même façon. Le défi technologique, c'est lié au fait qu'on s'attend à ce que des jeunes de 20 ans nous en apprennent un peu sur la technologie, puis on se rend compte que c'est pas nécessairement le cas. On pense qu'il y a une grande disparité chez nos étudiants, mais je pense aussi que par rapport à ce qui se passe dans la formation initiale, il y a aussi le défi technologique est en fait, les ordinateurs ou tout l'aspect technologique, c'est un outil très puissant, mais qu'on n'utilise pas assez dans nos programmes, ce qui fait en sorte que nos étudiants ont peu d'exemples de ce que ça peut donner, de ce qu'on pourrait faire. Et je suis là aussi, je suis dans ce cas-là. Je pourrais davantage utiliser, puis c'est correct comme ça aussi. On apprend aussi, nous, comme enseignants. Ce qui fait que nos étudiants sur le marché du travail utilisent pas suffisamment la technologie. Les enseignants se plaignent parce qu'ils ont des attentes élevées par rapport à ça. Ils pensent que nous, on doit former les enseignants à la nouvelle technologie. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas pour ce qui se passe sur le terrain, mais aussi à l'université, il y a beaucoup de plagiat, il y a beaucoup de méthodes de travail qui sont pas nécessairement efficaces. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et le recours aux résultats de recherche, qui est un enjeu majeur. On voudrait que nos étudiants puisent leurs inspirations, si on veut, dans la recherche, ce qui est pas nécessairement ce qui se passe présentement. On parlait tout à l'heure d'arrimage théorie-pratique. C'est difficile. On parlait aussi des résistances dans la recherche, des résistances sur le terrain. Au fait d'intégrer justement la théorie parce que les pratiques demeurent là et c'est vrai. Alors, je pense que c'est un enjeu important de pouvoir amener nos étudiants à recourir aux résultats de la recherche pour approfondir leurs pratiques, pour justifier leurs actions en classe. Les réussites, alors je vais essayer d'être aussi critique et positive. Une meilleure prise de conscience, on parlait de la qualité de la langue orale. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années pour la langue écrite
et ça se voit dans les programmes. C'est pas parfait. Il y a encore des étudiants qui ont des difficultés quand même majeures, mais je vois qu'il y a une prise de conscience importante. Pour eux, ça devient critique et ils passent du temps, ils font le travail avec sérieux. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail aussi au niveau de la pratique réflexive que je dirais intégrée maintenant. Il y a quelques années, on insistait beaucoup sur la pratique réflexive et on entendait souvent les étudiants se plaindre comme quoi il y en avait trop, comme quoi c'était pas bien contextualisé. Aujourd'hui, on remarque que les étudiants le font de façon plus naturelle. Je pense qu'on a investi du temps et je pense que ça a donné des bons résultats. Prise de position assumée, j'aurais peut-être mis un carré rouge ici. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les étudiants, je pense, savent ce qu'ils veulent, ils savent pas toujours en fait, ils savent ce qu'ils veulent pas, surtout. Mais ce que je vois aussi au cours des dernières années, c'est qu'ils prennent position. Ils sont capables de débattre de certaines idées. Ils sont plus engagés dans les comités de programme. Ils ont des idées. Ils sont capables de les partager. Alors, pour moi, c'est des réussites. Par rapport aux problèmes qu'on pourrait rencontrer, alors on a mentionné tout à l'heure aussi les problèmes d'apprentissage à l'université et de santé mentale, si je peux me le dire ainsi. On voit qu'il y a des élèves qui sont en situation critique à l'université. Je ne suis pas sûre qu'il y a tous les outils nécessaires pour les aider. Ils sont en beaucoup de dépression, beaucoup de stress, pour toutes sortes de raisons, on peut les connaître, on connaît ces raisons-là, mais ça demeure un problème majeur pour nous parce que nous, on doit s'adapter à cette clientèle-là. Cohabitation, travail-études chez nos étudiants, qui peut-être relève aussi du même problème. On voit que nos étudiants aujourd'hui, par rapport à leur choix de cours, par exemple, ils vont faire des choix en fonction de leur travail. Avant, il y a quelques années, en tout cas dans les années, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à donner des dates, mais autrefois, les études étaient vraiment prioritaires et on prenait le travail en fonction, nos heures de travail après avoir choisi notre horaire d'études. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. On choisit nos cours en fonction du temps qui nous reste par rapport au travail. Alors, c'est vraiment problématique à ce niveau-là. La préparation académique des étudiants, on en a parlé aussi. On se demande de quelle façon on pourrait mieux préparer nos étudiants lorsqu'ils arrivent à l'université en éducation. Les étudiants se plaignent énormément de ne pas savoir comment enseigner les maths, de ne pas savoir l'univers social, toute l'histoire, ils voudraient en savoir davantage. On sait qu'au primaire, parce que je suis directrice au primaire, ce sont des généralistes qu'on forme au départ. Quand on leur demande pourquoi ils veulent aller à l'université, pourquoi ils veulent aller enseigner, ils nous disent souvent c'est parce que je veux enseigner à des enfants du primaire, parce que c'est le niveau qui m'intéresse, mais ils vont pas mentionner la discipline en particulier, alors que le secondaire, c'est probablement l'inverse. Alors, quand nos étudiants arrivent ici dans nos programmes, ils déplorent le fait de ne pas être assez bons en maths, pas assez bons en grammaire, en univers social, en mathématiques, je l'ai dit, en sciences et technologies. Donc, il y a beaucoup de manques au niveau des contenus. On pourrait se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour pallier à ce problème-là. Mais on le voit beaucoup dans les cours. Et là, on met des cours souvent de mise à niveau. Mais jusqu'où on peut mettre des cours de mise à niveau? Alors, ça peut être infini. Alors, je vais terminer avec les besoins et les solutions qui relèvent probablement aussi de ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Développer un sentiment d'appartenance et un grand engagement dans les études. Jusqu'où doit-on différencier à l'université? C'est ça la question qu'on doit se poser, parce qu'on dit que nos étudiants, bon, ils pensent beaucoup, le travail, c'est une priorité pour eux, mais en même temps, ils se désengagent de leurs études, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance dû au fait aussi que les groupes sont vraiment très nombreux aussi aujourd'hui. Donc, de quelle façon on peut arriver à développer un sentiment d'appartenance et un plus grand engagement dans les études? Est-ce que c'est la différenciation qui va régler ce problème-là? Jusqu'où? Ensuite, donner un sens aux études universitaires et contrer l'approche client. Alors ça, c'est quelque chose qu'on vit énormément présentement. Les étudiants se promènent d'un programme à l'autre, ça ne fait pas leur affaire, ils vont abandonner le programme, ils vont aller ailleurs. Il y a une perte de temps qui est associée à ça. Et est-ce que le fait de rapprocher les milieux de pratique et les milieux de formation, on en a parlé tout à l'heure, ça pourrait donner un meilleur sens aux études universitaires? Donc, un sens où on fait de la théorie, mais aussi
on fait de la pratique. Et au-delà de tout ça, créer peut-être aussi des réelles communautés d'apprentissage où on va pouvoir poursuivre nos questions, on va chercher des réponses à ces questions-là par des pratiques entre les enseignants dans le milieu scolaire, mais aussi en insertion professionnelle, c'est-à-dire dans les premières années, de quelle façon on peut travailler pour rapprocher ces milieux-là. On a des stages, c'est sûr, on a 4 stages au cours de la formation, mais est-ce que c'est suffisant pour rapprocher les milieux de pratique des milieux universitaires? Je pense qu'on a besoin d'un travail de partenariat réel entre les deux et pas seulement dans le cadre des stages. Et le dernier, on en a parlé un petit peu, favoriser un réel rehaussement culturel. Alors, c'est quelque chose qui fait partie des états généraux, qui fait partie des programmes, des compétences, mais de quelle façon, justement, on est arrivé à le faire à l'université? Est-ce qu'une meilleure préparation collégiale et une intégration horizontale de la culture dans les programmes, ça pourrait régler ce besoin-là qu'on a dans l'université où les étudiants ont souvent très peu de culture, si on veut, quand ils arrivent dans nos programmes. Et est-ce que, justement, c'est dû au fait qu'ils sont moins bien préparés au cégep pour pouvoir en parler par la suite? Alors, voilà. Merci. Merci, Sylvie. Alors, oui. Maintenant, ça va être Liliane Portelance qui va nous adresser la parole. Oui, je pense que oui. Ça devrait être ouvert. Oui. Qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne, ça? Oui? Ah, la voici. Là, ça va mieux? Oui, d'accord. Alors, bonjour. Je vais ajouter à ma présentation que, bon, je suis psychopédagogue de formation et aussi préciser que je conserve des contacts avec le milieu scolaire, que ce soit dans le cadre de recherche collaborative où on a l'occasion de rencontrer les enseignants ou encore dans le cadre, oui, de la supervision de stage qui me permet de rester à l'occasion en contact avec le milieu. Donc, je vais mettre mes lunettes pour suivre mes notes. Je suis désolée, je n'ai pas préparé ça, mais je pourrais envoyer par courriel à Carole, si ça convient, là, ce que j'ai préparé. Alors, bien sûr, c'est pas facile de parler de ce que je suis invitée à dire en si peu de temps. Donc, on dit... tous les aspects de la formation initiale à l'enseignement ne peuvent pas être abordés ici. Je vais y aller seulement avec les points que je trouve, à mon avis, les plus importants. Il faut peut-être rappeler aussi qu'au Québec, toutes les universités, qu'elles soient régionales ou pas, sont soumises aux mêmes prescriptions du ministère de l'Éducation. Et donc, les orientations, la professionnalisation et l'approche culturelle de l'enseignement, ça touche toutes les formations à l'enseignement dans les différentes universités québécoises. Alors moi, j'ai divisé mon propos en 3 étapes. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quels sont les enjeux et quels seraient les besoins les plus pressants actuellement? Alors, par rapport à ce qui fonctionne bien, évidemment, je n'ai pas fait mon départ il y a 50 ans. Je me suis placée plutôt au cours du 20e siècle avec le document que Mme Garand nous a présenté, qui concerne la profession. Oui, on n'a pas de profession, mais je pense qu'on fait des pas vers la professionnalisation de l'enseignement. Je pense, parce que je suis quand même dans le milieu universitaire en formation à l'enseignement depuis une vingtaine d'années, je pense tout de même que nos étudiants sont mieux préparés, malgré toutes nos lacunes, à l'exercice de la profession, dans le sens où la prise en compte de la complexité de cette profession, elle est plus répandue maintenant et c'est mieux compris. Et j'irais même jusqu'à dire que nos finissants, nos étudiants comprennent davantage l'importance de la formation continue et cette formation continue qui est essentielle à l'exercice de leur profession, mais aussi en rapport avec la qualité de la formation qu'ils donnent aux élèves. Des changements majeurs qui se sont produits
En tout cas, celle qui me vient beaucoup à l'esprit, c'est la fameuse analyse de sa pratique, donc qu'on appelle de différentes façons, démarche réflexive, analyse. Ça, c'est de plus en plus présent dans notre formation. J'y reviendrai plus tard. Il y a aussi le concept de compétences qui, selon moi, ont amené les futurs enseignants à ne pas chercher autant à décrocher une qualification, mais bien à comprendre que le développement, c'est un développement professionnel qui se fait progressivement et qu'une compétence, c'est une finalité sans fin. Alors, les étudiants sont davantage portés à se voir comme des personnes qui, oui, sont en développement continuel. On a mis davantage l'élève acteur de ces apprentissages et je pense que ça, c'est présent aussi dans la formation qu'on donne. Donc, et ça a des répercussions, des impacts sur les différentes approches dont Mme Garand nous en a présenté plusieurs. Est-ce que je suis trop optimiste? Mais je dirais qu'on fait de plus en plus appel aux connaissances issues de la recherche en éducation, même si là encore la situation est loin d'être parfaite, et que la vision de la formation à l'enseignement est de plus en plus ancrée dans la pratique professionnelle. Cela dit, la formation à l'enseignement, c'est une formation en alternance. Alors, l'esprit de la formation en alternance, il s'imprègne de plus en plus dans la formation à l'enseignement, mais ce n'est pas parfait. Donc, quels sont les... Ah oui, puis ce qui a été amélioré beaucoup, c'est les collaborations. On a des collaborations interuniversitaires, on a des collaborations extra-universitaires aussi. On a différents comités, différentes tables qui ont été créées, donc, au fil des ans et qui permettent davantage là, le contact entre les universités elles-mêmes, puis entre le milieu scolaire et le milieu universitaire. Quels sont les enjeux? Alors moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est de mettre l'apprentissage au cœur de la formation à l'enseignement. Pour moi, un enseignant, c'est un spécialiste de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un phénomène très complexe et la formation à l'enseignement, d'après moi, devrait être orientée en premier lieu vers la compréhension, l'approfondissement de ce que ça représente, parce que si on ne comprend pas l'apprentissage, on ne peut pas enseigner. C'est un peu comme, on donnait l'exemple du médecin tantôt, si je ne comprends pas le corps humain, je ne peux pas devenir médecin. Ma spécialité, la spécialité de nos futurs enseignants et des enseignants, c'est vraiment l'apprentissage. Et moi, je pense qu'il faudrait que nos enseignants, nos futurs enseignants, soient fiers de cette spécification, de cette spécialité. On est les seuls dans la société à avoir développé une expertise par rapport à l'apprentissage des élèves. C'est un phénomène qu'on connaît mieux que monsieur et madame tout le monde, bien sûr, même si tout le monde a une idée de ce que c'est que l'enseignement, mais comme disait monsieur Tardif tantôt, il y en a qui s'imposent un peu comme des charlatans. Le terme est fort, mais il reste qu'on devrait le combattre. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est la qualité de la langue. Malgré les progrès, malgré le TECFE, malgré tout ça, il reste que, encore là, j'utilise le mot fierté, la fierté de bien parler, elle devrait exister chez les enseignants et chez les futurs enseignants en dehors des cadres de l'université et des cadres des stages dans les écoles. Un enseignant devrait s'exprimer très bien, peu importe où il est. Et là, je parle de la communication orale, puisque c'est de celle-là que le public se rappelle quand il déplore la mauvaise formation des enseignants en ce qui concerne la langue. Donc, le TECFE, c'est bien beau. Ça demeure un test auquel les étudiants se préparent. Ils apprennent comment répondre aux questions de ce test-là. Mais il reste que la langue elle-même, la qualité de la langue, il faudrait que ça devienne quelque chose de très préoccupant pour tous nos enseignants, nos futurs enseignants, et qu'on arrête de faire comme dans certains médias, de massacrer la langue française, puisque les élèves devraient avoir des modèles à l'école et des modèles chez les enseignants. Un troisième enjeu pour moi, il recoupe un peu ce qui a été dit auparavant, c'est l'utilisation des savoirs issus de la recherche.
Alors, cette utilisation, elle n'est, je dirais, pas consciente, mais elle est parfois existante, mais pas toujours de façon consciente. Et quand les enseignants disent « j'ai rien appris à l'université, j'ai tout appris en pratiquant dans les stages ou quand je me retrouve dans une école », je leur dis quand tu es arrivé ici, là, après ton cégep, je parle de ceux qui font le bac, est-ce que tu aurais pu aller dans une classe, faire de l'enseignement avec tous les référents théoriques qu'on t'a amené à comprendre? Bon, c'est sûr que la réponse est non. Donc, cette utilisation des savoirs issus de la recherche, inconsciemment, je pense qu'elle existe, mais il faudrait que ça devienne de plus en plus conscient, puis que les enseignants soient aptes à mobiliser ces savoirs-là, puis à les exprimer quand ils expriment leur profession dans la société en général, qu'on sache que les enseignants, quand ils parlent, ils savent que leurs intentions d'enseignement sont tournées vers les apprentissages des élèves, mais bien sûr, grâce à des référents théoriques, puisque la recherche en éducation, il y en a de plus en plus. J'irai de manière un petit peu plus large, et là, je sais que ça peut être utopique, mais en même temps, peut-être pas choquant, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement faire de l'éducation une priorité dans notre société? Ça n'existe pas encore, quoi qu'on a fait des poches. Bien sûr, M. Gérin-Lajoie, qui n'est pas ici, nous a beaucoup aidés. Depuis, ça se poursuit. Mais la valeur de l'éducation dans notre société, la valeur de l'école, ça n'est pas encore très bien répandu. Puis là, j'irais à la valeur de la formation en sciences de l'éducation. On est tous dans le domaine ici, mais il faut quand même être conscient du fait que d'un département à l'autre, d'une faculté à l'autre, on n'entend pas dire c'est difficile d'entrer en éducation, ça prend des bons résultats, ça prend des étudiants bien préparés. On a parlé de cote R tantôt. Et bon, je répète un peu ce que M. Tardif a dit. Est-ce que, de ce côté-là, on est assez exigeant par rapport à nos attentes, ou bien si on accepte facilement des étudiants qui pourraient avoir une cote R un petit peu plus élevée? Un autre enjeu majeur, c'est la place des TIC-TIC dans notre société, dans notre enseignement, dans l'apprentissage des élèves. C'est sûr qu'on ne peut pas passer outre, on peut avoir ses opinions, mais il reste que ça devrait être utilisé pour apprendre et pour enseigner. Donc, les TIC ne sont pas là pour que les élèves soient plus attentifs puis qu'ils trouvent que le cours est moins plate, là. Alors, les TIC devraient être utilisés dans un autre sens. Donc, notre formation à l'enseignement aussi doit être dirigée vers ce cap, ce qui se fait actuellement, mais il ne faut pas lâcher. L'autre enjeu, je pense, c'est la défavorisation. Je parle des élèves. Et là, je ne parle pas seulement de défavorisation économique, je parle des différences aussi. Donc, il faut de plus en plus, on le fait, je sais qu'on le fait encore, mais il ne faut pas perdre ça de vue, que l'uniformité, ça n'existe pas. Donc, il faut préparer nos futurs enseignants à intervenir en rapport avec cette situation qui est dans toutes les sociétés, bien sûr, mais qui est aussi celle de la société québécoise. Quels seraient les besoins les plus urgents? Moi, je dirais favoriser une véritable formation en alternance. Parce que là, Mme Garand parlait de l'approche programme. L'approche programme, c'est oui, l'approche programme au sein des départements, dans les universités, mais on a une formation en alternance. Donc, c'est pas un cloisonnement, les stages, l'université. La formation en alternance, ça signifie qu'il y a une intégration, une alimentation mutuelle des savoirs. Moi, j'appelle ça la circulation bidirectionnelle des savoirs. C'est une expression que j'emprunte à Claude Lessard. Donc, les savoirs qui sont dits théoriques, les autres qui sont plus expérientiels, il faut continuer de faire en sorte que dans l'esprit des enseignants et des futurs enseignants, ce soit prédominant. Autre chose, bien sûr, ça va de soi que je trouve la formation des enseignants associés et des superviseurs importante. On a maintenant un cadre de référence au Québec pour ce qui est de la formation des formateurs de stagiaires. Donc, on a un référentiel de compétences des enseignants associés, on a un référentiel de compétences des superviseurs,
Et donc, il y a des gens qui se réunissent régulièrement. Je suis responsable d'un groupe. Et donc, cette formation-là, c'est sûr qu'il faut continuer à l'offrir, à l'accentuer. Elle n'est pas obligatoire. 2 minutes, c'est vrai, justement, j'achevais. Alors, il y a ça. Et pas de manière cloisonnée, bien sûr. Je pense toujours au silo, puis je pense qu'il faut vraiment éviter ça. Autre chose auquel il faut répondre, c'est la jonction entre les deux milieux, milieu universitaire, milieu scolaire. Ça a déjà été mentionné. C'est plus que du partenariat. On parle des fois de collaboration, ce qui est beaucoup demandé, mais il reste qu'il faut aller plus loin que le partenariat, puis travailler ensemble, les deux milieux conjointement. Et je terminerai par la préparation à l'insertion professionnelle. Parce que souvent, on va parler de l'insertion professionnelle, mais comme une entité, et on parle de la formation initiale comme une autre entité. Mais cette insertion professionnelle-là, elle se prépare. Donc, travailler dans les institutions universitaires et aussi dans le milieu scolaire, pas seulement dans les institutions universitaires, dans le milieu scolaire également, à la préparation des étudiants vers une insertion professionnelle qui est moins douloureuse, disons, et moins, décevante qu'elle l'est pour certains de nos étudiants. Et donc, on parle, bien sûr, il y a des étudiants qui nous disent « Vous auriez dû nous préparer à la vraie réalité. » La vraie réalité, là, c'est pas d'enseigner dans une classe. La vraie réalité, c'est la suppléance, c'est les contrats, c'est la précarisation de l'emploi. Et il y a 20% de décrochage, à peu près, mais il y a combien de nouveaux enseignants qui vivent cette situation? Alors, cette transition vers la formation et l'insertion professionnelle devrait être faite aussi. Voilà, les principales idées. J'invite maintenant Sébastien Stas. Merci. Juste ça ici pour mettre mon... Oui, juste pour mettre mon iPad, pour pas avoir à le... Non, ça va. Je pense que ça va. Je pense que oui. Si je suis capable de le faire. C'est tout un défi, bonjour, de terminer cette matinée. D'abord, je suis très flatté d'avoir été invité. Je peux vous dire, je suis issu de l'application du rapport parent. J'ai gradué ici à la polyvalente Pierre-Dupuis, pas loin dans le centre-sud de Montréal, une grosse polyvalente. Puis c'est aujourd'hui tout un privilège de pouvoir réfléchir sur l'impact de ce rapport après 50 ans, mais aussi de réfléchir sur l'avenir de l'éducation et du système éducatif québécois, mais je vous rappelle aussi mondial. Je vais commencer par une citation. « La crise de l'enseignement est universelle. Partout sont remises en question les structures administratives et pédagogiques. Partout se préparent ou s'appliquent des réformes plus ou moins radicales. C'est que l'homme moderne n'habite plus le même univers que ses ancêtres. » Ça s'applique tellement à ce qu'on vit aujourd'hui dans nos systèmes d'éducation. C'est à la page 19 du tome 2 du rapport parent 1964. Fait que j'ai l'impression qu'on est comme dans un cycle où on revient à se questionner sur notre système éducatif et peut-être le temps de mettre des choses en place. Étant donné que l'objectif de la table ronde aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir sur la formation initiale des enseignants, je dirais que pour moi, l'élément central, puis je suis content parce qu'on l'a abordé dans la conférence d'ouverture, pour moi, l'élément central, c'est vraiment la modification profonde du métier d'enseignant. En fait, on parlait de profession, je ne veux pas aborder le terme de la profession, mais on change, le rôle de l'enseignant change, mais le rôle de l'école change aussi et a changé depuis les dernières années, en fait, plus particulièrement depuis une décennie, de ce que moi j'observe dans mon milieu. Comme la délicate question de la professionnalisation est déjà abordée dans le tome 3 du rapport parent, il y a des articles là-dessus, je ne les aborderai pas, mais je sais que ça va être abordé en après-midi. Donc, si je reviens au rôle des enseignants, d'abord, le changement de paradigme qu'on a mis de l'avant avec la réforme ou le renouveau pédagogique, où il ne suffisait plus maintenant juste d'enseigner, mais là, il fallait faire apprendre les enfants. Juste ça, je peux vous dire qu'on était déjà, là, à ceux qui étaient déjà dans le système, ça a déjà été tout un changement qui nous paraît aujourd'hui tellement évident,
mais qui, il y a une quinzaine d'années, on ne se posait pas nécessairement ces questions-là, ou si on se les posait, pas de façon aussi officielle que ça. Je vous dirais que grâce au rapport parent, on s'est doté d'un système d'éducation accessible et obligatoire pour tous. Aujourd'hui, le même système d'éducation, on s'attend à ce qu'il assure la réussite de tous. Puis la réussite de tous, je me demande, est-ce que c'est la réussite de tous qu'on fait ou si c'est la diplomation de tous? Parce que, de préférence, avant 16 ans. Parce qu'au Québec, on est les champions de la diplomation, mais le problème, c'est que nos élèves, le problème qu'on soulève, c'est que les élèves sont diplômés trop tard. Alors là, c'est peut-être une autre question. Mais le taux de décrochage qu'on a m'amène, moi, aujourd'hui, à dire qu'on a probablement démocratisé l'éducation, mais je ne pense pas qu'on a démocratisé l'apprentissage. Alors, je me pose la question par rapport à ça. Donc, on demande aujourd'hui à l'école et aux enseignants d'instruire, de socialiser puis de qualifier les enfants. Quand je dis enfants, là, on s'entend que maintenant, c'est une clientèle variée aux besoins particuliers. On n'est plus dans le modèle qu'on avait avant, où on avait des classes spécialisées. Quand j'étais à Pierre-Dupuis, moi, il y avait le professionnel long, professionnel court. J'ai fait des cours de mécanique dans mes cours réguliers en option, mais il y avait des enfants qui apprenaient, des élèves qui apprenaient la mécanique. On a tout mis ça dehors à un moment donné pour décider de les intégrer ou d'intégrer la majorité des gens au milieu régulier. Le tout, alors, tout ce qu'on demande aux enseignants et à l'école, c'est qu'on demande en plus aux enseignants de suivre les avancées technologiques. Donc là, vous allez vous mettre à jour sur tout ça. De plus, on passe à un savoir qui est, moi j'appelle ça, en tout cas de mes lectures, un savoir centré. On est passé d'un modèle de savoir centré à un modèle de savoir polycentrique. C'est plus le prof qui connaît tout ou qui a les connaissances ou le savoir, mais là, c'est les enfants ont aussi accès à ça, mais les parents ont aussi accès à ça. Donc, on arrive dans un milieu où maintenant la connaissance est au bout des doigts, puis ça bouleverse de façon importante, à mon sens, le rapport entre le maître et l'élève. Ce qui m'amène à dire que la profession a donc radicalement changé depuis le rapport parent, puis qu'elle continue à se modifier de façon exponentielle. Le sujet, à mon avis, est donc super important. Qu'en est-il de la formation initiale? Puis je vais aller plus loin, puis je suis tellement content qu'on ait soulevé, que M. Tardif ait soulevé le point. Alors, qu'en est-il de la formation initiale des enseignants et de ceux qui la donnent? Parce qu'à mon avis, les deux sont indissociables. Je remets le lien avec une étude d'envergure de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique sur les politiques à l'égard des enseignants. En 2002 et 2004, a mené une étude et elle a mentionné, puis mentionné aussi en début d'ouverture par Carole, la qualité des enseignants, c'est le premier levier d'amélioration de l'efficacité des systèmes d'éducation. Alors, ça passe par là. Plus les enseignants sont bons, plus la qualité des enseignants est bonne, plus le système éducatif est performant. Donc, à mon avis, il y a l'importance, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est le recrutement. Donc, s'assurer qu'on recrute des gens qui ont envie d'être là. Donc, la valorisation de la profession. Les enseignants sont quand même bien vus dans notre société, mais est-ce qu'ils sont aussi valorisés au niveau de la profession? On parlait tantôt que c'était principalement un milieu de femmes. Moi, je suis au primaire, j'ai jusqu'en secondaire 2, mais majoritairement au primaire. Pour être capable d'aller chercher des hommes au niveau du primaire, il a fallu que j'en passe des entrevues. Puis on cherchait à avoir ça pour que les enfants puissent aussi s'identifier à un modèle masculin qui, je crois, est très important au niveau du primaire. Mais il n'y en a que très peu. Donc, le recrutement est important, la formation initiale, mais la formation continue aussi, surtout dans le monde où on vit maintenant. Quels sont donc les enjeux en regard à la formation initiale des enseignants? Alors, le premier que je vois, c'est d'attirer des candidats pour qui l'enseignement est un vrai choix. Puis quand je dis vrai choix, là, on a souligné tantôt la rétention des étudiants qui sont formés suite au bac. Tu sais, quand on a à 15 à 30 de décrochage dans une profession ou dans un métier en partant, là, on ne parle pas de gens qui ont 10 ans d'expérience ou 15 ans ou 20 ans. Dans les premières années d'enseignement, on a entre 15 et 30 de décrochage de la profession. Il y a vraiment un problème là. Alors, en 2004, les chiffres là, proviennent de la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes. Eux autres qualifiaient ça de 30 Et le Comité d'orientation de la formation du personnel enseignant, la COFP, établissait ça en 2002 à 20 Donc, quels sont les vrais chiffres? La question se pose. Moi, je vous dirais accompagner les finissants lors des premières années en poste. Une fois qu'ils sont formés, on les laisse aller. Les commissions scolaires, les écoles privées ont certainement une responsabilité par rapport à l'accompagnement de ces étudiants-là. Développer un réflexe de formation continue. Il
Vous savez, on dit que pour le 21e siècle, nos propres enfants, mon fils a 14 ans, il est condamné à apprendre toute sa vie. Apprendre à apprendre, c'est ce qu'il faut lui montrer pour être capable de développer ses habiletés à apprendre plus tard des nouvelles choses qui n'existent pas encore. Mais il faudrait que les enseignants comprennent qu'aujourd'hui, c'est là qu'on s'en va. Alors, la formation continue va être de plus en plus importante avec cet élément-là. Ajuster les formations universitaires en fonction des nouvelles réalités. Je parle des réalités technologiques, mais aussi pédagogiques. Un autre enjeu, la formation offerte par des professeurs universitaires est-elle à jour? Y aurait-il intérêt à ce que ces professeurs ou ces chargés de cours modélisent eux-mêmes les nouveaux modèles d'enseignement attendus? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à dire, bien, on va modéliser, on va le faire avec vous? D'ailleurs, c'est ce qu'on demande à nos enseignants de faire avec les élèves. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la même chose au niveau universitaire? Qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement dans le système? J'ai fait ma formation ici à l'UQAM. J'ai fait un des premiers finissants du baccalauréat en enseignement des sciences. Ça avait été catastrophique parce que pas les facultés, mais les départements qui nous recevaient en électricité, là, ils s'attendaient à avoir des gens qui avaient eu une formation en électricité. Nous autres, on arrivait avec un cours de physique en secondaire 4, c'est tout ce qu'on avait, puis on arrivait pour faire des cours qui étaient de niveau universitaire. Donc, au niveau de ce qui fonctionne bien actuellement, je suis un petit peu déconnecté de ça parce que j'ai fait mon bac il y a très longtemps. Mais à mon avis, le stage en début de formation, donc les 4 ans, la mise à jour qu'on a faite, les 700 heures de stage, à mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puis qui permet d'évaluer en quelque sorte l'intérêt pour le métier. J'ai eu beaucoup des finissants de mon année qui ont fait le bac de 3 ans, qui ont enseigné pendant 1 ou 2 années, puis qui se sont rendus compte, même après 1 an, que ce n'était pas pour eux, parce qu'ils n'avaient pas été testés le milieu assez rapidement. J'ai regardé la diversité des cours offerts. C'est assez exceptionnel. Je parle surtout des options, là, mais même ici à l'UQAM, je regardais la description des cours. Il y a beaucoup de choix pour les étudiants. Et évidemment, le référentiel de compétences comme base de formation, je pense que c'est un élément qui est vraiment important. Les problèmes actuellement, les problèmes que je peux voir, bien, définitivement la rétention des enseignants et des finissants. Je pense que c'est un problème majeur. Les compétences en évaluation, c'est assez catastrophique. Quand ils arrivent dans le milieu, je vais parler pour ma paroisse, je termine ma maîtrise en évaluation, mais les enseignants ne sont pas prêts, les nouveaux enseignants ne sont pas prêts, les anciens ne le sont déjà pas prêts non plus. Je peux vous dire que dans le passage, on a perdu des éléments au niveau de la formation continue, mais les nouveaux, tu sais, un cours sur l'évaluation, alors que la mission de l'école, c'est entre autres de qualifier. Moi, je pense qu'il y a un problème là. Les compétences pour mobiliser les TIC. On ne parle plus d'intégration des TIC, s'il vous plaît, oublions ça. Forcer les TIC à l'enseignement, ça ne marche pas. Il faut mobiliser les technologies quand on en a besoin. Alors, ce serait peut-être intéressant, au lieu de prévoir un cours d'informatique au niveau du bac, que chaque matière puisse mobiliser des technologies et fasse encore de modéliser le tout avec les étudiants. Les compétences pour enseigner à une clientèle variée, on parle des élèves à besoins particuliers, avec des ressources limitées. Il faut que les étudiants comprennent que quand ils vont arriver dans la vraie vie, là, il n'y aura pas 8 orthopédagogues qui vont être là, puis les périodes d'orthopédagogie pour aider les enfants, ce ne sera pas toute la semaine. Alors, le reste du temps que l'élève n'est pas en orthopédagogie, c'est eux qui l'ont dans la classe. Fait qu'il faut dealer avec ça. Il y a quelque chose à aller chercher à ce niveau. Puis actuellement, à ce niveau-là, c'est majoritairement des cours à option qui sont offerts. Évidemment, la formation et le perfectionnement continu. Je terminerai avec les besoins et ce que nous devrions faire. Moi, je pense que ça prend une formation adéquate en matière de mobilisation des TIC. On ne peut plus passer à côté, on ne peut plus enseigner sans l'usage des nouvelles technologies. Une formation adéquate en intervention et en gestion des troubles d'apprentissage et de comportement. Pas en identification, ce n'est pas notre rôle, mais d'être capable d'intervenir et de gérer ces cas-là, je pense que ça doit faire partie de notre formation. Une expérience pratique obligatoire sur le terrain en matière d'évaluation, de production du bulletin. Ça paraît simple, là, mais je peux vous dire que ce n'est pas simple. Et de rencontre avec les parents. Parce que les étudiants, en sortant, les nouveaux enseignants vont avoir à dealer avec les parents et souvent, ils n'ont pas été habitués à ça. Je sais qu'il y a certains qui le font au niveau du stage 4, mais ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas nécessairement obligatoire qu'il y ait vraiment une production de bulletin. Que devrions-nous faire?
Là, j'aime beaucoup, moi, avoir rêvé un peu, puis avoir une vision qui va au-delà de ce qu'on peut faire, sans égard à ce qu'on est capable de faire ou sans égard aux ressources, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne sélectionnerait pas des candidats en contingentant les programmes dès le début? C'est une question que je pose. Est-ce que la formation universitaire pourrait s'adapter rapidement, mais serait aussi à l'affût des besoins futurs du milieu? Donc, au lieu de réagir aux besoins, est-ce qu'on serait capable d'avoir une longueur d'avance puis de dire on va préparer nos gens en fonction de ce qui s'en vient plutôt qu'en fonction de ce qu'est le besoin? Est-ce que la formation de premier cycle est suffisante pour développer les nouvelles compétences attendues dans la perspective des nouvelles tâches qu'on demande aux enseignants? Là, si on rajoute un cours en évaluation, si on rajoute 2 cours en adaptation scolaire, où c'est qu'on va mettre ça dans le curriculum des étudiants qui ont déjà 4 ans? Donc, est-ce que le 4 ans est suffisant pour former aujourd'hui des enseignants pour ce qu'on attend d'eux dans le rôle qui a changé? Je me pose la question. Est-ce que ça pourrait être comme les médecins résidents? C'est-à-dire qu'au terme du 4 ans de formation, ils s'en vont sur le marché du travail, mais ils sont suivis, ils ont l'obligation de suivre d'autres cours pendant un certain nombre d'années. Est-ce que ça pourrait être une avenue possible? Favoriser la recherche en éducation, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus, d'informations sur ça. J'écoutais une conférence sur la neuroéducation et toutes les recherches qu'ils font dans ce sens-là. Comment ça se fait qu'on ne s'appuie pas plus et que ces informations-là ne sont pas plus transmises au milieu de l'enseignement pour faire en sorte de maximiser, de rendre nos pratiques les plus optimales possibles? Tu sais, d'essayer d'arriver à faire en sorte que ce qu'on fait, dans le temps qu'on le fait, ce soit le plus efficace possible. Fait que je pense que la recherche est tellement importante à ce niveau-là. Puis c'est donc vrai que c'est difficile de rentrer dans les écoles pour faire de la recherche. Puis à ce sens-là, je peux vous dire, nous autres au privé, ça va peut-être un peu mieux. Venez nous voir. Nous autres, ça nous fait plaisir d'ouvrir nos écoles pour vous recevoir. Puis il y en a plusieurs ici qui sont venus faire un tour dans nos milieux pour faire ça. Donc c'est peut-être plus facile dans certains genres, mais c'est important que le milieu de l'éducation soit ouvert à recevoir les chercheurs pour offrir cette possibilité-là d'avancement. Finalement, un accompagnement obligatoire lors des premières années d'enseignement pour les enseignants. Peut-être développer un programme de formation continue qui serait peut-être mieux adapté, voire obligatoire. Ça pourrait venir avec une professionnalisation de la profession. En passant, dans la loi sur l'instruction publique, l'article 22 dit que l'enseignant a l'obligation de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétences professionnelles. C'est dans la loi. Alors, il n'y a pas de raison à ce que les enseignants ne le fassent pas déjà en dehors de la professionnalisation de l'enseignement. Je reviens en conclusion et en terminant sur l'élément le plus important. La qualité des enseignants est le premier levier d'amélioration de l'efficacité des systèmes d'éducation, autant ceux que l'on forme que ceux qui forment nos futurs enseignants aussi. Donc, je pense qu'eux aussi ont quelque chose à jouer dans l'équation. Il faut donc former et assurer la formation continue des enseignants. En terminant, juste une question pour terminer. Les derniers États généraux de 1996 ont mené à la fameuse réforme en 2000. C'était loin d'être parfait. On a beaucoup ri des compétences transversales, mais si vous regardez dans les milieux scolaires actuels mondiaux, on parle des compétences du 21e siècle, et ce sont les compétences transversales. On n'était pas si à côté de la traque de ça, on était peut-être trop en avance à l'époque. Donc, je me dis, dans cette optique-là, ce serait peut-être le temps aujourd'hui de réfléchir encore une fois, puis peut-être de reprendre l'avance qu'on avait ou qu'on avait décidé de prendre il y a une douzaine d'années. Merci beaucoup. Merci beaucoup.